Je commencerai par une remarque toute plate. Le théâtre classique, la tragédie classique, s'écrit en vers. Et cette donnée est d'autant plus étonnante que, premièrement, il n'existe pas de forme du vers qui soit propre au théâtre et à la tragédie. Tout l'alexandrin s'emploie hors du théâtre. Ça fait une différence, par exemple, avec la tragédie grecque, qui avait une forme, le trimètre iambique, qui se trouve très peu hors de la tragédie, hors du théâtre. Le deuxième point, qui suit du précédent, c'est qu'on attend au moment où la tragédie classique trouve son développement le plus majeur, on attend des auteurs de théâtre qu'ils maîtrisent l'art du vers. Il arrivera un moment où ce ne sera plus vrai. L'exemple le plus simple, c'est Crébillon, début du XVIIIe siècle, grand succès à la scène, mais personne ne le tient pour un grand poète. On peut dire qu'à ce moment-là, le rapport entre le théâtre et le vers commence à se dénouer, et en vérité, il ne se renouera jamais dans le cadre de la tragédie classique. Il se renouera, à mon sens, pour la première fois réellement, avec Victor Hugo, c'est-à-dire hors de la tragédie classique. Le troisième point, c'est que le vers, dans la tragédie classique, n'est pas un ornement extérieur, mais il fonctionne comme un élément de fonctionnement interne. Un texte de La Bruyère m'a toujours frappé. Il écrit « C'est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de dire, comme l'on fait, que la machine n'est qu'un amusement d'enfant. Elle augmente et embellit la fiction, soutient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre. Il ne faut point de vol, ni de char, ni de changement aux Bérénices, Bérénice au pluriel, c'est-à-dire il pense aux deux Bérénices, celle de Corneille et celle de Racine. Il en faut aux opéras. On trouve dans les caractères les ouvrages de l'esprit. Ce texte est en vérité contradictoire, puisqu'il dit d'un côté que la machine est essentielle au théâtre, parce qu'elle y soutient l'illusion, et de l'autre, il dit qu'il n'y en a pas dans la tragédie classique. La seule manière de résoudre la contradiction, c'est de dire qu'il y a des machines dans la tragédie classique, comme dans tout théâtre, mais celles-ci sont autres que les vols ou les gloires. En vérité, il n'y a qu'une seule machine dans la tragédie, elle dispense de toutes les autres, c'est le vers, qui est capable de faire voir ce qu'on ne montre pas. Par exemple, le monstre envoyé par Neptune, capable de faire exister ce qui n'existe pas, par exemple les visions d'Orestre, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, est capable de faire entendre ce qu'on ne dit pas. Je pense à Énone, qui, par ses équivoques, laisse entendre qu'Hippolyte a non seulement tenté de violer Phèdre, mais aussi tenté de la tuer, de la mettre à mort. Tout cela grâce aux propriétés de langue dans le vers qui s'entendent grâce au vers au-delà de ce qui est dit. Encore faut-il que ce soit dit. C'est pourquoi dire le vers avait été le titre que nous avions choisi, François Regnault et moi, tout simplement parce que dire le vers est le premier temps qui permet à la machine nécessaire au théâtre, dans la tragédie classique, de se mettre en place. De manière générale, on peut dire que toutes les langues sont capables de poésie. Que dans
toute langue, la poésie est distinguable comme poésie parmi les matérialisations de la langue. Mais que, d'autre part, dans cette part distinguable qu'on appelle la poésie, les propriétés propres de la langue sont à l'œuvre. Chacun des traits poétiques s'appuie sur une propriété de la langue qu'elle renforce, qu'elle affaiblit, qu'elle combine à d'autres. Tout cela peut varier suivant les langues. En français, la combinaison se réalise en 3 modules. Le premier est une machine de traitement des consonnes, c'est ce qu'on appelle la liaison. Le deuxième est une machine de traitement des voyelles, en réalité une seule, le E qu'on appelle muet, mais qui justement n'est pas muet, c'est un E à éclipse qui apparaît ou disparaît suivant les circonstances, c'est ce qu'on appelle l'élision. Le troisième est une machine de traitement des accents, parce que le français a des accents. Ces 3 modules interagissent dans un espace mesuré, celui du 12 pour l'alexandrin. Cet espace mesuré, celui du 12 pour l'alexandrin, est en vérité la reprise dans l'espace poétique d'un espace mesuré donné par la langue. Cet espace mesuré donné par la langue, qui évidemment, non, la langue n'est pas soumis à la règle du 12, c'est ce qu'on appelle le mot phonologique, qui est une unité de sens, une unité de souffle et une unité grammaticale. Par exemple, songez au titre du livre, Le Petit Chaperon Rouge, Le Discours de la méthode, Célèbres leçons et fragments. Tous ces titres sont des mots phonologiques. Et si vous voulez savoir ce qu'est un mot phonologique en français, songez aux titres, que ce soit des titres de livres, des titres de films, etc. Alors, bien entendu, il y a des exceptions. Michel Audiard, qui a connu son heure de célébrité, se plaisait à donner à ses films des titres qui soient faits de plusieurs mots phonologiques. Il ne faut pas pousser mes mères dans les orties, j'ai oublié, enfin, d'autres. Il y a aussi d'autres exemples moins flagrants. Mais enfin, fondamentalement, le mot phonologique est, pour vous repérer, repérable dans le titre, l'intitulé des livres ou des films. Ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que l'axiome du vers, que ce soit un alexandrin ou pas, repose sur le principe un vers est réputé constituer un seul mot phonologique. Et cela, même si dans les faits, il est composé de plusieurs mots phonologiques. Donc en vérité, il y a d'emblée une tension dans le vers entre le principe abstrait, formel, le vers est traité comme un seul mot phonologique, le début du vers est traité comme un début de mot phonologique, même s'il n'en est pas un du point de vue grammatical, la fin du vers est traitée comme la fin d'un mot phonologique, même si elle n'en est pas un du point de vue grammatical. Il y a donc une tension entre le principe, le vers forme un seul mot phonologique. Un principe analogue se retrouve à peu près dans toutes les langues qui connaissent le vers, que ce soit le grec, le latin ou les langues modernes.
entre donc, ce principe et le fait de langue qu'un vers peut, du point de vue de la langue, comprendre plusieurs mots phonologiques. Comment la contradiction peut-elle être résolue? C'est cela un des éléments de la diction du vers. Pour les consonnes, les règles sont très simples. À l'intérieur d'un mot phonologique, la consonne... Là, juste une remarque. Généralement, on présente la liaison comme l'apparition d'une consonne. Il est plus commode, en vérité, de la traiter comme le maintien d'une consonne. Une consonne se maintient devant voyelle à l'intérieur du mot phonologique. Une consonne disparaît devant consonne à l'intérieur du mot phonologique. Une consonne disparaît en tout état de cause à la fin du mot phonologique. Exemple, le petit arpent du bon Dieu. Le T final de petit se prononce en liaison, alors que par exemple, dans le petit chose, le T ne se prononcera pas. Mais à la fin d'un mot phonologique, par exemple, ce petit ira loin, ce petit constitue un mot phonologique, le T ne se prononce pas, bien qu'il soit devant voyelle. Et c'est, si j'ose dire, faire de l'hypercorrection que de se forcer à prononcer les consonnes dans un contexte tel que ce petit ira loin, et dire ce petit ira loin, fausse correction, hypercorrection. Dans le vers, puisque le vers tout entier est constitué comme un seul mot phonologique, dans le vers, la consonne se maintiendra toujours devant voyelle, elle disparaîtra toujours devant consonne, et elle disparaîtra en tout état de cause à la fin du vers. Bien entendu, d'emblée, vous percevez la source de la tension et de la contradiction. Que se passe-t-il quand le principe toute consonne se maintient, autrement dit, toute liaison doit se faire entendre à l'intérieur du vers? Comment ce principe est-il compatible avec le fait qu'il peut y avoir plusieurs mots phonologiques à l'intérieur du vers? C'est là que la diction ne résonne pas en termes de oui et de non. La liaison se fait ou la liaison ne se fait pas. La liaison peut se faire à un degré plus ou moins marqué, d'où le terme que nous avons employé, François Regnault et moi, de diction scalaire, c'est-à-dire de diction graduée de la consonne, de la liaison. Pour ce qui est des voyelles, les règles sont exactement les mêmes, sauf qu'elles sont symétriquement opposables. Le E muet se fait entendre à l'intérieur du mot phonologique devant consonne. À l'intérieur du mot phonologique, il tombe devant voyelle. À la fin du mot phonologique, il tombe en tout état de cause. On dira donc le discours de la méthode, en ne faisant pas entendre le E final, mais en faisant entendre dans ce contexte assez facilement le E muet de de et le E muet de le. Dans le vers, on transpose, tout E muet se fait entendre à l'intérieur du vers devant consonne. Autrement dit, pour l'alexandrin, il compte dans le décompte du 12, tout E muet tombe devant voyelle, et à la fin du vers, il tombe tout état de cause. Autrement dit, quelle que soit l'initiale du vers suivant, la dernière syllabe, si c'est un E muet, ne comptera pas dans le décompte du 12.
Là encore, le degré d'audibilité du muet peut varier suivant les circonstances. Et la notion de diction scalaire, de netteté ou de brevité du muet dépend de la coïncidence ou non-coïncidence entre la fin de mot phonologique telle que la langue la détermine et la fin de mot phonologique telle que le vers l'exige. Je laisse de côté, pour aller au plus vite, bien que ce soit très intéressant en soi, deux phénomènes de la langue courante, à savoir la chute généralisée du muet dans la langue courante. Autrement dit, il est vrai qu'on peut dire le discours de la méthode, mais on peut dire aussi le discours de la méthode, sans faire entendre le muet. Dans la chanson populaire, enfin la chanson populaire, la chanson qui passe à la radio, les muets tombent, si j'ose dire, comme à Gravelotte, on ne les conserve pas. En sens inverse, dans certains usages du français, notamment dans le français que j'appelle le français d'oc, du sud de la Loire, dès qu'il y a un cluster de consonnes, je signale au passage que le mot cluster vient de la linguistique. C'est seulement dans un temps ultérieur qu'il a été appliqué en matière de médecine. Donc dès qu'il y a un cluster de consonnes, le français doc a des problèmes. Alors soit il simplifie le cluster, alors au lieu de dire rugby, on dira rubis, c'est-à-dire on fait tomber le G pour ne pas avoir de cluster, ou on insère un nœud muet, ça se fait aussi d'ailleurs en langue d'Oil, en français d'Oil, le peneux, l'arc-boutant, dans l'Est parisien, j'ai toute une série d'autres exemples. Bien entendu, je passe vite là-dessus parce que dans le vers, si l'on veut faire entendre minimalement le 12 de l'alexandrin, la chute généralisée du E muet n'a pas lieu d'être. Et encore moins l'introduction d'un E, en quelque sorte de soutien, lorsqu'il y a un cluster. Que d'ailleurs, Racine, par exemple, évite très soigneusement. Corneille, au contraire, a un goût pour les clusters de consonnes, de choix très marqués qui les opposent. Mais pour rendre au vers cornélien toute sa force, quand il y a des clusters, il faut les respecter et ne pas les alléger en insérant un E. J'en viens maintenant aux accents. La légende veut qu'il n'y ait pas d'accent en français. C'est une légende. Et il suffit de s'adresser à des étrangers qui apprennent le français. Pour eux, c'est un vrai problème de savoir comment ça s'accentue. Et on peut reconnaître, par exemple, quelqu'un comme Angelina Jolie, une actrice qui est censée parler le français. Quand elle parle français, c'est, si j'ose dire, sans aucune accentuation, c'est tout plat. Et c'est absolument inaudible. Et c'est un problème pour tous les acteurs et actrices d'origine non française, étrangère, que d'arriver à introduire cette ligne accentuelle qui fait que le français ne se dit pas recto-tono comme dans les couvents. Donc il y a des accents en français. Deuxième légende, les accents de langue
ne compte pas pour l'alexandrin. Là encore, c'est une légende. Il y a un système accentuel dans l'alexandrin sur lequel je reviendrai. Quelles sont les règles de l'accent en français? Premier point, la grande différence entre le français et la plupart des langues européennes, c'est que cet accent ne fait pas partie de l'identité d'un mot. Autrement dit, vous ne pouvez pas en français distinguer deux homonymes tout simplement parce que l'accent n'est pas placé de la même manière. Alors qu'en italien, en anglais, en allemand, c'est au contraire tout à fait courant d'avoir deux homonymes qui sont composés des mêmes phonèmes, mais qui se distinguent par le fait que l'accent se place à tel endroit ou à tel autre. Par ailleurs, quand vous prenez un mot isolé en français, vous ne vous posez pas la question de savoir où se place l'accent. La réponse, elle est très simple. Alors qu'en anglais, ça peut donner lieu, moi j'ai assisté à des discussions entre linguistes au sein d'un jury de thèse pour savoir où on plaçait l'accent du mot linguistics. Et il y avait ceux qui le prononçaient sur la première, linguistics, puis ceux qui le prononçaient sur la dernière, linguistics, puis il y avait ceux qui le prononçaient sur la deuxième, linguistics. C'était eux qui avaient raison d'après les grammairiens, mais peu importe, ce qui était symptomatique, c'était le débat. On n'a jamais aucun débat de ce genre en concernant un mot particulier en français. Les règles de l'accent ne concernent pas le mot, elles concernent le groupe de mots, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué dès le début, le mot phonologique. Et les règles sont très simples. L'accent tombe sur la dernière syllabe pleine, c'est-à-dire sans e muet, la dernière syllabe pleine du mot phonologique, et le contre-accent, qui est plus faible mais audible, tombe sur la première syllabe pleine du mot phonologique. Donc on dira le petit pousset avec un accent sur C et un léger contre-accent sur petit, sur peu, enfin, la première syllabe de petit. Il faut une oreille un peu fine pour l'entendre, mais on l'entend. Si vous faites tomber le muet, on dira le petit pousset, et le contre-accent tombera sur ti. Nosferatu, accent sur tout et contre-accent sur nos, la phénoménologie, léger contre-accent sur phé, accent sur j, etc., etc. Quand Richard Strauss a voulu mettre en musique la Salomé d'Oscar Wilde, il est parti du texte original d'Oscar Wilde qui était en français. Oscar Wilde a écrit sa Salomé en français. Et il ne comprenait pas du tout comment marchaient les accents. Il a demandé à Romain Rolland. Et il donne à Romain Rolland un exemple. Il dit, voilà, le même mot employé à deux endroits différents, il faut bien que l'accent soit le même, puisque c'est le même mot. Et Romain Rolland lui dit, non, mais justement, en français, ce n'est pas parce que c'est le même mot que l'accent sera placé de la même manière. Tout dépend de sa place dans le contexte. Autrement dit, Romain Rolland n'emploie pas la notion de mot phonologique, tout dépend de la place dans le mot phonologique. Et c'est tout à fait frappant si vous écoutez par exemple Péléas et Mélisande, ou si vous écoutez La mort de Socrate d'Éric Satie, où il y a une tentative poussée assez loin de retrouver les accents de la langue parlée, vous noterez la manière dont
le même mot peut être accentué de manière différente, mais toujours suivant les règles que j'ai indiquées, contre-accent en tête de mot phonologique, accent en fin de mot phonologique. À cela se superpose, concernant l'alexandrin, une règle spécifique de l'alexandrin qui est la règle des 4 accents. Il existe 2 accents par hémistiche, soit 4 accents par vers, un fixe qui tombe sur la dernière syllabe de chaque hémistiche, 6 ou 12, et un mobile qui tombe sur l'une des 5 autres au sein de l'hémistiche. Ces accents de vers de l'alexandrin doivent s'emparer d'un accent de langue, soit de préférence l'accent de fin de mot phonologique, puisqu'il y a des mots phonologiques donnés par la langue au sein du vers, soit, s'il n'y a pas de fin de mot phonologique, le contre-accent. Donc là encore, vous avez une tension, vous pouvez avoir une coïncidence parfaite, autrement dit, les 4 accents tombent sur les quatre accents prévus par l'alexandrin tombent exactement sur 4 accents prévus par la langue, c'est-à-dire sur 4 fins de mots phonologiques, ou bien il n'y a pas de correspondance parfaite. Et c'est là qu'intervient, une fois de plus, une diction scalaire, graduée, avec une force plus ou moins marquée des accents. Je me permets de revenir sur cette affaire de l'accent dans le vers, parce que, notamment, mon élève Benoît de Cornulier, sans doute poussé par la détestation que les élèves ont à l'égard de leur maître, maintient qu'il n'y a pas d'accent dans le vers, et notamment qu'il n'y en a pas dans l'alexandrin. Ce à quoi j'opposerais, par exemple, les vers très prosaïques. Par exemple, celui de François Coppée, c'était un tout petit épicier de Montrouge. Pour que ce soit entendu comme un alexandrin, il faut qu'on entende les 4 accents, c'est-à-dire c'était un tout petit épicier de Montrouge. Là, parce que c'est à des fins pédagogiques, je fais entendre les accents en marquant un temps d'arrêt, mais c'est pas du tout dans le théâtre, on ne marquera pas de temps d'arrêt, mais là c'est pour des fins pédagogiques. Je prends une phrase piquée au hasard de la vie quotidienne, c'est sur une étiquette d'un produit de beauté, il est recommandé pour les soins du visage. Si vous comptez, c'est un alexandrin. C'est-à-dire, il y a 12 syllabes. Mais vous n'entendez pas l'alexandrin parce que vous ne le prononcez pas suivant la règle des 4 accents. Je ne sais d'ailleurs pas comment on ferait, je suppose qu'on dirait quelque chose comme « il est recommandé pour les soins du visage ». Là, on entendrait quelque chose qui s'approcherait d'un alexandrin. Fondamentalement, le passage d'une séquence qui contient 12 syllabes, qui a une césure, qui obéit en quelque sorte à toutes les règles mécaniques de la composition de l'alexandrin, le passage de cette séquence à un alexandrin qui s'entendent comme tel, dans ce passage-là, l'audibilité des 4 accents est absolument fondamentale. Je prends au hasard un autre vers, un vers de Quinault, tiré de l'Alceste de Lully. Le destin me promet de te rendre à la vie. Dit comme ça, on n'entend pas l'alexandrin. Pour entendre l'alexandrin, il faut entendre le destin me promet de te rendre à la vie. On entend
les 4 accents, on entend la césure, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, là encore, vous avez à la fois la source d'une relation entre la langue et le vers, et aussi la source d'une tension entre la langue et le vers. Il peut se faire qu'il y ait coïncidence parfaite, il peut se faire qu'il n'y ait pas coïncidence parfaite, etc. Ce type de diction-là, dont je ne reprends pas les détails, parce que le détail n'est pas complexe, mais il réclame de la minutie. Je m'en tiens là à une approche générale. Cette diction-là, qu'est-ce qui la rend intéressante? Le premier point, c'est que Vous avez déjà donné vos 30 minutes. C'est bon. le premier point, c'est que ça n'est pas une diction archéologique. Il ne s'agit pas de retrouver, entreprise qu'on peut admettre, la diction passée du XVIIe siècle. Ce n'est pas le propos. C'est une diction structurale. Autrement dit, il s'agit de trouver ce qui fait la structure de l'alexandrin tel qu'il peut être dit, et cette structure n'a aucune raison d'avoir changé depuis Racine jusqu'à nos jours. Donc, on retrouve en quelque sorte le vers de Racine sans faire d'archéologie. Le deuxième point, c'est la question une question poétique en quelque sorte. Je prends un exemple au hasard. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes de bord, vous fûtes laissée. À mon oreille, ce que j'entends, c'est l'anagramme du nom de Thésée. Autrement dit, Phèdre laisse entendre à travers l'alexandrin le nom de Thésée qu'elle ne prononcera pas, puisque bien entendu, Ariane, de quel amour blessé, c'est celui de Thésée dont il est question. C'est-à-dire, c'est aussi la question que se pose Phèdre à propos d'elle-même. Quel est son propre rapport à Thésée? Thésée qui a rompu les engagements qu'il avait à l'égard de sa propre sœur, je veux dire Ariane. Donc Thésée apparaît, mais sous la forme d'un anagramme. Donc une présence-absence. Mais pour que cette présence-absence se fasse entendre, il faut absolument qu'on ait des liaisons. C'est-à-dire que il faut que vous entendiez le Z dans mourûtes au bord, où vous fûtes laissé, pour que, avec le T de mourûte, se compose l'anagramme de Thésée. Autrement dit, et je pourrais citer d'autres exemples, les règles de la liaison et de l'élision, mais plus encore de la liaison, font apparaître des harmoniques dans le vers, qui sont des harmoniques, en l'occurrence, dramatiques. Ce sont des ressorts dramatiques que l'oreille capte sans forcément en avoir conscience. On peut aller même plus loin. Si l'on prend l'ensemble des langues du monde, là, il a été noté que la séquence consonne, voyelle, consonne était la séquence en quelque sorte optimale. Ce qui n'est pas optimal, ce sont les clusters de consonnes et ce sont les rencontres de voyelles. Or, si vous prenez les règles de la liaison
et de l'élision. Les règles de l'élision sont faites pour empêcher la rencontre de voyelles. Les règles de la liaison sont faites pour, dans certains cas, faire apparaître une consonne de telle façon que les voyelles ne se rencontrent pas. Autrement dit, je prends un exemple tout à fait banal. Tu as eu à aller à Auch. Supposez que quelqu'un de vos amis de la famille à Auch, tu as eu à aller à Auch. Si vous prenez ce fragment de français par rapport à l'alternance voyelle-consonne que j'évoquais tout à l'heure, cette séquence est entièrement défiante. Et elle résonne comme une cacophonie à l'oreille. La liaison, dans ce cas-là, permet de réduire la cacophonie. Donc, tu as eu à aller à Auch. Je ne le dirai jamais, mais simplement comme exemple, vous voyez en quel sens la liaison, et dans l'autre cas l'élision, réduit ce que j'appellerais le caractère tératologique du français parlé par rapport à la séquence consonne, voyelle, consonne. La machine de traitement des consonnes et des voyelles rapproche la structure phonique du français d'une structure universelle qui a une sorte de validité pour l'harmonie de l'oreille. Je m'arrêterai là, puisque le temps qui m'est imparti est terminé. Mon propos a été technique, mais ce que je voudrais, pour terminer, faire entendre, c'est que, en trouvant une diction structurale, la structure de Racine peut être captée. Et en captant la structure de Racine, vous trouvez les premiers éléments qui permettront, dans un second temps, parce que bien entendu, l'addiction n'est qu'un premier temps, dans un second temps, la marche qui permet d'aller vers une interprétation et vers une mise en scène. Sur ce point, j'aurais eu, le cas échéant, des choses à dire, mais ce n'était pas mon propos aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour la précision de cet exposé et nous allons traditionnellement demander à la salle s'il y a des questions. Je recherche le micro. Certains d'entre vous ont-ils des précisions, des commentaires ? Alors c'est peut-être moi qui poserai une question. Ce matin, Eric Ruff nous disait que ce travail d'appréhension, somme toute presque intellectuelle, de la construction du vers, n'était pas premier. Or, vous concluez en disant il faut d'abord ça et ensuite on passe à l'interprétation. Pensez-vous que ce puisse être quelque chose de quasiment intuitif ? À partir d'un certain moment, je pense que c'est intuitif. Oui. Parce que tout simplement, les règles sur lesquelles ça s'appuie sont des règles extraordinairement simples. Je prends cette affaire d'accent parce que c'est elle qui a suscité le plus de rejet le plus marqué pour des raisons anecdotiques. Mais les petits Français n'ont pas de problème avec l'accent.
ils prononcent le français en plaçant les accents en fin de mots phonologiques, le contre-accent. Enfin, c'est quelque chose qui n'a même pas besoin de leur être enseigné. Ça a besoin d'être enseigné pour ceux qui apprennent le français comme une langue étrangère. Et d'ailleurs, c'est tout à fait frappant de voir que chez des immigrés pour qui le français n'est pas la première langue, on entend plus de difficultés concernant le placement de l'accent, et notamment une tendance à placer l'accent très fortement sur la première syllabe des mots, alors qu'en français, c'est pas la première syllabe des mots, c'est pas le mot, c'est le mot phonologique, c'est plutôt la fin de mot phonologique, etc. C'est plutôt là qu'on entend pour ça des difficultés, ou en tout cas des différences que sur d'autres points. Donc je pense que la facilité des règles sur lesquelles nous nous étions appuyés, François Regnault et moi, fait que la facilité de ces règles fait qu'elles sont, une fois que conscience en a été prise, que ça devient tout à fait intuitif. Et une fois que c'est devenu intuitif, pour autant que je puisse suivre le travail de certains metteurs en scène, je pense notamment à Brigitte Jacques, l'usage dramatique suit en quelque sorte, je ne dirais pas naturellement, mais suit aisément. C'est tout ce que je peux dire. Pensez-vous qu'il y a une spécificité néanmoins chez Racine par rapport à d'autres poètes de la période, d'autres dramaturges? Moi, je suis très sensible à la différence entre le rapport de Racine au vers et le rapport de Corneille au vers. Je pense que Corneille a considéré à partir d'une certaine date que la tragédie classique était une forme trop simple et qu'il fallait trouver des machines plus complexes. Et parmi ces machines, il y a le vers, et d'où ce que j'évoquais, un rapport à la structure consonantique, un rapport à la complexité syntaxique qui est tout à fait différent du rapport de Racine. Alors, je n'entrerai pas, il y a d'autres auteurs, mais enfin là, on est obligé de prendre des deux grands auteurs qui dominent le théâtre classique. Donc il y a une différence, effectivement. Alors, je crois qu'il y a une autre question, sinon j'en ai encore une à vous poser. Dans l'exemple Le Petit Pousset, pourquoi le n'est pas considéré comme une syllabe pleine? Donc c'est une question canalique. Pourquoi les articles définis ne peuvent pas faire l'objet d'un accent? En vérité, je pense que vous avez raison de poser la question. Cela dépend des circonstances. Là, je serais obligé de faire de la grammaire. Il y a des cas où le défini, article défini, est un article en quelque sorte purement instrumental. Et puis il y a des cas où au contraire il est je dirais, porteur de sens par lui-même, le ou la, enfin. Donc pour moi, dans la phénoménologie de l'esprit, l'article là n'a pas de force particulière. Mais on pourrait trouver des exemples où, je ne sais pas moi, la République par exemple. Il est possible que dans un cas comme celui-là, le fait qu'on veuille faire entendre une unicité, un privilège d'une forme politique, donne à la capacité de porter un accent qui sera un contre-accent.
Mais donc c'est là encore une affaire de gradation. Et du coup, il y a les deux accents ou il y en a trois? Ce sera Pardon? la République ou la République? Est-ce qu'il y aura 2 ou 3 accents? Non, à mon avis, à mon avis. Alors, non, dans la langue courante, vous voulez dire, ou dans le vers? Dans le vers, je ne... D'abord dans la langue courante, puis ensuite dans le vers. Oui, alors dans la langue courante, je pense qu'on peut, là encore, avoir les deux possibilités. Vous entendrez la République avec 3 accents, ou la République avec 2 accents. Et les deux sont possibles. Et puis vous avez la troisième possibilité où il n'y a pas d'accent du tout sur la. C'est une nuance qui est presque inaudible, mais qui s'entend en vérité, qui s'entend au-delà de ce qui s'entend. Et je ne sais pas comment les hommes politiques travaillent et avec qui ils travaillent, mais je leur demanderais, s'ils devaient faire leur métier correctement, de faire attention à ce genre de choses. Une autre question? Sinon, j'avais une question assez technique à vous poser. Pensez-vous que la connaissance plus qu'intime et remarquable des langues anciennes et du grec en particulier qu'avait Racine a pu jouer sur sa façon de moduler le vers français et l'alexandrin par le jeu des quantités ou des accents qu'on met dans les langues anciennes, par la métrique? Est-ce que la métrique grecque a pu jouer un rôle dans cet usage particulier de l'alexandrin racinien par rapport à ce qu'en fait Corneille? Je n'en suis pas convaincu. J'y pense d'autant plus que cet été, je m'intéressais un peu à ce qu'avait fait Jean-Antoine de Baïf sur le psautier ou les chansonnettes. Et je me disais, est-ce qu'une des clés de cette diction, de cet alexandrin particulier, de cette résonance particulière chez Racine ne pourrait pas venir de sa connaissance véritablement charnelle du grec? Tout à l'heure, on parlait de Lancelot, qui a été son professeur, mais également Tréville. Disons que, voilà, ma réponse sera en deux temps. Je pense que justement, le rapport ne serait pas celui de Baïf. Autrement dit, Baïf essaye de retrouver des vers où la distribution des syllabes, l'accentué, permettent de dire qu'on a affaire à un hexamètre, un vers latin plus que grec, mais enfin un vers latin. Je ne pense pas que ce soit ça qui est animé Racine, mais on voit très bien que, je reprends l'exemple que l'on cite toujours, de quel amour blessé vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissés, le jeu des timbres n'est pas simplement un jeu de timbres, mais c'est aussi un jeu de longueur. Autant le jeu sur les timbres fait partie de la tradition poétique française, autant le jeu sur les longueurs, malgré les efforts de Baïf, n'en fait pas partie. Donc dans un cas comme celui-là, il me paraît possible que Racine y ait pensé. De la même manière, quand il traduit littéralement Sappho, « Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne pouvaient voir, je ne pouvais parler. » Donc, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. En vérité, il sait parfaitement qu'il construit un alexandrin qui frôle la déviance par rapport à l'alexandrin. Et il le fait parce qu'il a en tête le vers de Sappho, qui justement n'est pas un hexamètre, qui est un vers lyrique, et qui donc obéit à des règles tout à fait différentes du grand vers homérique qui était les amers. Donc oui, je répondrai oui, mais avec ça n'est jamais une imitation directe. C'est une sorte de souvenir qui vient occasionnellement et, me semble-t-il, toujours
en liaison avec un moment de passion effrénée, en quelque sorte. Bien, je vais peut-être me supprimer la parole à moi-même pour demander à Benjamin Lazare de nous rejoindre en vous remerciant encore Merci. de votre passionnante intervention.